Bienvenue sur notre chaîne de narration. Ce soir, nous vous racontons une histoire qui commence dans un silence et qui finit par faire trembler les murs. Mon nom est Élise, et la première chose que vous devez savoir sur moi, c'est que pendant longtemps, je ne savais même plus si j'existais vraiment pour ma famille. Pas de manière dramatique. Non, c'était plus discret que ça, plus cruel aussi d'une certaine façon. C'est quand une mère regarde sa fille et dit, avec une voix plate, sans même lever les yeux du buffet qu'elle est en train de nettoyer, que cette fille n'ira nulle part, que c'est dommage, que c'est triste, qu'elle avait pourtant de bons gènes de leur côté, et puis elle repose son chiffon et elle va répondre au téléphone. Et la fille, c'est moi, je reste là, à 19 ans, avec ma lettre d'acceptation à Sciences Po dans la main, froissée au coin parce que je l'avais serrée trop fort dans le bus. Voilà, c'est là que tout commence vraiment. Je suis montée à Paris un mardi de septembre. Il pleuvait. Pas une pluie romantique, non, une pluie grise, froide, qui sentait le béton et l'échappement. Ma valise avait une roulette cassée. Je la traînais sur le trottoir en faisant un bruit terrible. Personne n'était venu me déposer à la gare. Ma mère avait dit qu'elle travaillait. Ma sœur Sophie, elle, avait un brunch avec ses amis ce jour-là. Un brunch. Je m'en souviens encore parce que c'était la première fois que j'entendais ce mot dans notre maison et que j'avais trouvé ça tellement ridicule, tellement décalé avec la vie qu'on menait réellement, que j'avais failli rire. Failli. Sophie était la préférée. Je ne dis pas ça avec amertume. Enfin, si, un peu. Mais surtout, je le dis parce que c'est vrai. Objectivement. Cliniquement vrai. Sophie était blonde, souriante. Elle savait faire rire les adultes. Elle avait ce talent rare de faire croire qu'elle réussissait tout sans effort. En réalité, elle échouait régulièrement, mais avec tellement de légèreté que ça passait pour du charme. Sa troisième tentative au permis. Son bachelor d'école de commerce payé par mes parents, alors que mes études à moi, j'avais dû les financer en partie avec des jobs de nuit dans une brasserie du 5e arrondissement. Son premier accident de voiture, dont on n'a jamais vraiment parlé. Et le deuxième. Et le troisième. Moi, j'étudiais. Je dormais peu. Je lisais énormément. J'envoyais des mails à 3 heures du matin à des professeurs que j'admirais. J'avais une façon de m'asseoir dans un amphithéâtre qui faisait dire aux gens autour de moi que j'étais froide, trop sérieuse, pas accessible. J'ai entendu ça tellement de fois que pendant une période, j'ai essayé de sourire davantage, de faire semblant d'être légère. Ça ne m'allait pas. Alors j'ai arrêté. Les Noëls se sont passés sans moi pendant 3 ans. La première fois, c'était parce que j'avais un concours début janvier et que je ne pouvais pas me permettre de perdre une semaine. Ma mère avait dit à toute la famille que j'avais honte d'eux. C'est ce que m'a raconté ma cousine Mathilde, gênée, les yeux fuyants, lors d'un dîner où je m'étais quand même déplacée, 2 ans plus tard, et où personne ne m'avait demandé ce que je faisais de ma vie. Puis j'ai commencé à travailler, cabinet ministériel d'abord, puis conseillère régionale, puis, à 36 ans, après des années de terrain, de dossiers impossibles, de nuits à réécrire des projets de loi dans des salles qui sentaient le café froid, je suis devenue présidente du Conseil régional d'Île-de-France, la plus jeune élue à ce poste depuis 40 ans. Le Monde a fait un portrait, Le Figaro aussi. France Inter m'a invitée 3 fois en un mois. Ma mère a partagé l'article du Monde sur Facebook en écrivant, et je cite, « Fière de voir notre région entre de bonnes mains ». Elle ne m'avait pas mentionné par mon prénom, juste notre région. J'aurais pu laisser passer ça. J'étais douée pour laisser passer les choses. C'était une compétence que j'avais développée très tôt, comme un muscle. Mais ce soir-là, assise dans mon bureau à l'hôtel de région, avec vue sur la Seine et un dossier de réforme du logement ouvert devant moi, j'ai lu ce commentaire et j'ai posé mon stylo. Juste posé le stylo. Rien de plus. Puis mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu parce que j'avais l'habitude, les élus ne filtrent pas autant qu'on le croit. Une voix que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Ma tante Geneviève, la sœur de ma mère. Elle avait une voix de velours usé, Geneviève, quelque chose de chaud qui cachait toujours quelque chose de calcul. Élise, ma chérie,
ta sœur a des ennuis. Sophie avait été arrêtée 2 semaines plus tôt pour conduite en état d'ivresse. Pas la première fois, pas la deuxième. Cette fois-là, il y avait eu un accident. Une voiture endommagée, heureusement personne de blessé, mais le procureur avait décidé de ne pas classer sans suite. L'audience était fixée au lendemain matin, au tribunal de grande instance de Paris, 10e chambre correctionnelle. Ta mère est dans tous ses états. Elles ont besoin que tu fasses quelque chose, Élise. Tu as des relations. Tu pourrais passer un coup de fil. J'ai souri. Un sourire que personne ne pouvait voir. Geneviève. Et je dis calmement, je ne passe pas de coup de fil pour ce genre de choses. C'est contraire à tout ce pourquoi je travaille. Elle a toussé. Elle a dit que je n'avais pas changé, que j'avais toujours été distante. J'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas à cause de Sophie, à cause de quelque chose d'autre, quelque chose de plus vieux, plus louche. L'image de ma mère disant à ma tante, devant toute la famille réunie pour Noël, il y a peut-être 10 ans maintenant, qu'Élise avait toujours été un problème, que c'était une enfant difficile, que la vie leur aurait été plus simple sans ces complications. Je me souvenais de la table, la nappe brodée, l'odeur de la bûche au chocolat, le son des verres qu'on remplit, et moi dans l'encadrement de la porte, debout, qui n'avait pas encore ôté mon manteau parce que je venais d'arriver, et qui avait entendu. Je suis allée à l'audience. Personne ne le savait, même pas mon assistante. J'ai pris le métro, ce qui est une chose que je ne fais presque plus depuis que j'ai le poste, et ça m'a frappée. Ce bruit, cette chaleur humaine, ces gens qui ne me reconnaissaient pas. Un homme lisait un article sur son téléphone avec ma photo dedans. Il ne m'a pas regardé une seule fois. J'avais choisi une veste sombre. Pas de badge, pas de voiture officielle. Je me suis assise au dernier rang de la salle d'audience. Elle était petite, cette salle, avec des boiseries abîmées et une lumière fluorescente qui donnait à tout le monde l'air un peu malade. Sophie était au premier rang avec son avocat. Ma mère était là aussi, de profil, avec ce sac en cuir beige qu'elle avait depuis des années et qu'elle sortait uniquement pour les occasions sérieuses. Je les ai regardés. Pas avec de la haine. Je veux être honnête là-dessus parce que les gens imaginent toujours qu'on arrive dans ces moments avec de la haine. Non, c'était plus étrange que ça. C'était comme regarder des personnages dans un film dont j'avais lu le scénario longtemps avant tout le monde. Le juge est entré. La salle s'est levée. Et puis il s'est assis. Il a chaussé ses lunettes. Il a ouvert le dossier. Et au moment où il allait prendre la parole, son regard a balayé la salle, comme les juges le font, et il s'est arrêté. Sur moi. Il a regardé pendant 2-3 secondes. 2, 3. Ses lunettes ont glissé légèrement. Il s'est penché vers son greffier et a dit quelque chose à voix basse. Le greffier a tourné la tête vers moi. Puis l'avocat de la partie adverse a regardé. Puis Sophie. Et puis, avec une lenteur terrible, ma mère. Le juge s'est redressé. Il a dit, d'une voix parfaitement neutre, qui contrastait avec ce qui se passait visiblement dans sa tête, « Je vais solliciter une suspension de séance de 10 minutes. » La salle a murmuré. L'avocat de Sophie a posé sa main sur son bras. Ma sœur, elle, m'a regardée. Ses yeux étaient grands. Elle avait l'air d'une enfant prise en faute, pas d'une femme de 32 ans. Ma mère a serré son sac. Pendant la suspension, le juge s'est approché de moi dans le couloir. Il avait ôté sa robe, ce qui m'a paru un geste étrange, presque intime. « Madame la présidente, je ne savais pas. Si j'avais su… » Je l'ai arrêté d'un geste de la main, pas brusquement. Je suis ici en tant que simple citoyenne. En aucun cas dans le cadre de mes fonctions. Il a hoché la tête, mais ses yeux disaient autre chose. Il disait que rien dans cette salle ne serait plus simple désormais. Quand l'audience a repris, quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Pas radicalement, subtilement, comme quand la pression atmosphérique baisse avant un orage et que les oiseaux arrêtent de chanter. L'avocat de Sophie parlait plus vite. Ma mère avait cessé de se retourner pour me regarder, ce qui voulait dire qu'elle ne pensait qu'à ça. À un moment, pendant que l'avocat énumérait les circonstances atténuantes,
j'ai entendu Sophie souffler très doucement, un soupir à peine audible. Et dans ce soupir, j'ai reconnu quelque chose. La même chose que quand on était petite et qu'elle venait dans ma chambre après avoir fait une bêtise, pas pour s'excuser, mais pour que je l'aide à formuler une excuse convaincante pour nos parents. Elle venait me chercher. Pas moi. Mes mots. J'ai pensé à ça pendant quelques secondes. Et puis j'ai regardé la fenêtre. Il y avait un pigeon sur le rebord. Gris, immobile, parfaitement indifférent à tout ce qui se passait à l'intérieur. La séance s'est terminée. La peine a été prononcée, suspension du permis de conduire pour 2 ans, amende, obligation de soins. Pas de prison. L'avocat avait bien travaillé. Sophie a fermé les yeux un instant, comme quelqu'un qui réalise qu'il a eu de la chance sans vraiment le mériter. Je me suis levée avant que quiconque puisse m'approcher. J'ai marché jusqu'à la sortie. Et là, dans le couloir, ma mère m'a rattrapée. Elle avait trottiné presque, ce qui m'a surprise parce qu'elle avait une façon habituelle de se déplacer très lentement, très royalement, comme si aller vite était une concession qu'elle refusait de faire à la vie. Élise. Sa voix était différente, moins assurée, quelque chose dedans qui n'était plus là avant, une certaine solidité que j'avais toujours trouvée injuste, parce qu'elle lui permettait de dire des choses terribles avec un calme parfait. Je me suis retournée. Nous nous sommes regardés. Elle avait vieilli. Bien sûr, tout le monde vieillit. Mais là, dans cette lumière de couloir de tribunal, avec son sac serré contre elle, elle avait l'air petite. Pas physiquement, quelque chose d'autre. Elle a dit « Je ne savais pas que tu viendrais ». Non, j'ai répondu. Elle a ouvert la bouche. Elle l'a refermée. Puis, très doucement, presque pour elle-même, elle a dit « Tu aurais pu nous prévenir au moins ». J'ai failli rire. Vraiment, j'ai senti le rire monter dans ma gorge comme une bulle. Te prévenir. Comme si j'avais une obligation de te protéger des conséquences de vos choix. Comme si ma présence ici était une agression plutôt qu'un droit. J'ai avalé le rire. J'ai dit simplement « Prends soin de toi, maman ». Et je suis sortie. Dehors, il y avait 2 journalistes. Ils n'étaient pas là pour moi, enfin, pas au départ. Mais quelqu'un dans le tribunal avait visiblement envoyé un message parce qu'une des 2 m'a reconnue et s'est précipitée. « Présidente Walsh, vous avez un commentaire à faire sur votre présence ici aujourd'hui ?» J'ai marché droit. Aucun commentaire. Une journée privée. Merci. Je suis montée dans le taxi que j'avais commandé depuis l'application sur mon téléphone, comme tout le monde, et j'ai regardé le palais de justice disparaître dans le rétroviseur. Ce soir-là, la photo est apparue. Quelqu'un dans la salle avait pris une photo avec son téléphone. Moi, au dernier rang, mains croisées, regard droit devant. Sophie de profil, ma mère de dos. Le cadre était accidentel, mais il était parfait, d'une certaine manière. La légende qui circulait avec disait « La présidente du conseil régional assiste en silence au procès de sa sœur ». Les gens ont fait des choses avec ça. Ils ont analysé, ils ont projeté. Certains ont dit que j'avais été là pour aider Sophie et que c'était touchant. D'autres ont dit que c'était une forme de pression. Quelques-uns ont écrit des choses méchantes sur ce que ça disait de moi en tant que femme, en tant que sœur. Internet fait ça, il prend un moment d'une vie et il en fait un symbole, et le symbole n'appartient plus à la personne. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas posté, je n'ai pas appelé de journaliste de confiance pour expliquer. J'ai laissé. Le lendemain matin, j'avais une réunion à 7h30 sur la réforme des transports en commun. J'y suis allée, j'ai bu un café trop chaud. J'ai parlé de la ligne 18 pendant 2 heures avec des ingénieurs et des élus locaux. Personne n'a mentionné le tribunal. 3 jours plus tard, Sophie m'a écrit. Un long message. Je l'ai lu 2 fois. Elle parlait de sa peur, de la honte, de combien elle avait réalisé que sa vie partait dans le mauvais sens. Elle disait qu'elle allait chercher de l'aide. Elle ne demandait rien. C'était la première fois de sa vie qu'elle m'écrivait sans demander quelque chose. J'ai attendu 2 jours pour répondre. Pas pour la faire attendre, parce que je voulais trouver les vrais mots, pas les mots faciles. Je lui ai écrit « Je te souhaite sincèrement de t'en sortir. Pas pour moi, pas pour maman, pour toi,
quand tu te regardes dans la glace et que tu te poses des questions honnêtes. C'est là que ça se passe vraiment. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, 4 jours après, elle m'a envoyé juste un mot. Merci. J'ai mis mon téléphone face contre la table et j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. La Seine, les ponts, le ciel qui était, ce soir-là, d'un gris particulièrement doux, presque violet sur les bords. J'ai pensé à la petite fille, avec les lunettes trop grandes, qui serrait sa feuille de concours dans le bus, à la femme qui traînait sa valise cassée sous la pluie, à toutes les nuits sans dormir, à toutes les réunions où j'étais la seule femme et où j'avais quand même parlé en premier, parce que personne ne m'aurait donné la parole autrement. Je n'avais pas gagné parce que j'avais été parfaite. J'avais commis des erreurs, des stratégies mal calibrées, des mots trop durs dans des moments où j'aurais dû garder du silence, des silences dans des moments où j'aurais dû parler. Une fois, lors d'un conseil municipal il y a des années, j'avais tellement manqué de sommeil que j'avais confondu 2 chiffres dans un rapport budgétaire et j'avais dû me corriger publiquement, lentement, avec tout le monde qui regardait. J'avais eu envie de disparaître. Je n'avais pas disparu. Ce n'est pas ça réussir. Ce n'est pas arriver quelque part. C'est juste un jour regarder derrière soi et réaliser qu'on est encore là, malgré tout ce qui aurait pu nous arrêter. Ma mère n'a pas rappelé. Pas encore. Peut-être qu'elle le fera. Peut-être pas. Ce n'est plus quelque chose que j'attends. Ce qui reste, c'est cette photo de moi dans le couloir du tribunal que j'ai imprimée et posée dans un tiroir. Pas sur un mur, dans un tiroir. Parce que certaines choses n'ont pas besoin d'être exhibées pour exister. Ce qui reste, c'est la sensation d'avoir été dans cette salle sans demander la permission, sans m'excuser, sans expliquer, juste là, présente, réelle. Quelques mois ont passé depuis ce jour. J'y pense parfois, le soir, quand la ville est calme. Je ne sais pas ce que ma famille a retenu de tout ça. Je ne le saurai peut-être jamais. Mais moi, j'ai retenu une chose. Le silence, quand il vient d'un endroit de force plutôt que de peur, a un poids que rien d'autre ne peut égaler. Et parfois, c'est tout ce qu'on a besoin de dire.